Bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce cycle de conférences sur la question de comment donner aux gens le moyen de vivre autrement. L'idée de la conférence est relativement simple. Elle part du fait que pour s'adapter au changement climatique, nos sociétés vont devoir s'adapter extrêmement vite pour pouvoir passer à des économies dans lesquelles les énergies fossiles ne seront pas prédominantes. Et pour cela, nous l'avons vu notamment ces dernières années avec la taxation du CO2 ou la taxe sur le diesel, que cela crée des tensions sociales extrêmement importantes. Alors la question qui vient derrière est comment transformer la société tout en garantissant aux gens les moyens de pouvoir vivre dans une économie dans laquelle aujourd'hui ils sont prisonniers de ces énergies fossiles. C'est pour cette raison que, avec Émile et moi-même, nous allons vous présenter deux présentations sur, d'une part, la question de l'héritage universel et, d'autre part, sur le revenu de base, pour expliquer quels sont les moyens que l'on peut avoir pour changer nos sociétés et donner à chacun les moyens de vivre autrement. Alors, je remercie tout d'abord la base de nous accueillir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la base qui a été fondée en mars 2019 et qui réunit de nombreuses associations dont tous les noms sont sur le tableau là-bas, si vous voulez le détail. On peut citer Alternatiba, le mouvement, Utopia. Et c'est un lieu à Paris qui permet justement d'agir sur les questions de justice sociale et environnementale. Une dernière précision, nous sommes filmés. Donc si certains d'entre vous n'aiment pas être filmés, il y a une série de t-shirts pour pouvoir se grimer, ou vous pouvez mettre des cagoules, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, sachez que si vous venez sur la scène, eh bien, vous serez filmés là-bas. Je vous remercie à tous. Je passe la parole à Émile pour la première conférence sur la question du patrimoine universel. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors déjà en préambule, je voudrais remercier les organisateurs de me donner cette opportunité de présenter devant vous les résultats de mes recherches et de mes réflexions. Voilà. Donc au cours de cet exposé, je vais vous proposer de repenser l'héritage. Alors comme toute personne qui a étudié un minimum la philosophie le sait bien, la première étape pour repenser, c'est de définir. Alors, regardons donc les définitions de l'héritage. Je vais vous lire la définition du Larousse. Donc, héritage, nom masculin, petit 1, première entrée, bien acquis ou transmis par voie de succession. Il a laissé à ses enfants un héritage important. Donc là, on parle de ce qui a de la valeur marchande. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être une entreprise, etc. Il y a une deuxième définition, donc petit 2. Ce contient des prédécesseurs, des générations antérieures, sur le plan du caractère, de l'idéologie, etc. On parle d'un riche héritage culturel. Donc au niveau de l'héritage, il y a une double définition. Il y a d'un côté l'héritage culturel et de l'autre côté l'héritage patrimonial. Dans cette conférence, on va s'intéresser principalement à l'héritage patrimonial. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Ah, ça va mieux. Comment est-ce que vous allez, vous ? Ça va ? C'est vrai ? Bravo, parce que il est chiant, hein. Franchement, l'autre avec son pull là, il peut vous faire des conférences de 2 heures comme ça, assis à lire ses notes. Si vous avez de la chance, il sort un vieux PowerPoint avec des figures tout pourries. Mais voilà, c'est le mieux qu'il peut faire. Bon, on va se débarrasser de ça déjà, on sait jamais. J'avais besoin de 2-3 trucs du coup, ouais, vous allez voir, on devrait bien s'amuser. On va parler d'inégalité, ça va être drôle. Je vais avoir besoin de quelques trucs par contre. Alors ensuite, j'ai besoin... Ça, c'est des chèques. Ça, c'est pour mettre un peu de chaleur, un peu d'ambiance.
quoi d'autre? Bon, ça, je vous expliquerai plus tard. Ah, ça, c'est pour vous. Il va y avoir un moment très triste dans la conférence, en fait. La dernière fois que je l'ai faite, tout le monde s'est mis à pleurer, il y en avait de partout. Il a fallu 3 jours pour nettoyer, donc ça sera pour vous. Je vous préviendrai. Alors, j'ai besoin de quoi d'autre? Un bouquin. Une calculatrice, toujours utile. Un jeu de cartes, si jamais je m'ennuie. Et un mètre. Voilà, et il manque autre chose. Ah oui, ça y est. Ouais, je sais, c'est un peu ringard, je suis désolé. Moi, à la base, j'aurais voulu avoir une fusée pour aller dans l'espace. Et en fait, j'ai demandé à la base, donc la base, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Lyon. Quand je dis à la base, ça ne veut pas dire à l'origine, c'est là. Donc à la base, je leur ai demandé si je pouvais avoir une fusée. Et ben, ils m'ont dit non. Du coup, je leur ai demandé si je pouvais avoir un avion. Et ils m'ont dit non. Je leur ai demandé si je pouvais avoir une grue. Ils m'ont dit non. Je leur ai demandé si je pouvais avoir un monte-charge. Et puis, ils m'ont passé ça. Donc, on fait avec ce qu'on a. Hein. Dans les autres trucs aussi, je voulais avoir un orchestre. Donc, j'aurais demandé si je pouvais avoir un gros orchestre. Et ils m'ont dit non. Je leur ai demandé si je pouvais avoir un petit orchestre. Et ils m'ont dit non. Je leur ai demandé si je pouvais avoir un piano à queue. Et puis, ils m'ont donné ça. Bon, du coup, on fait avec ce qu'on a. Donc, du coup, je vais vous apprendre une chanson. Comme ça vous occupera. Vous êtes prêts? Je vous la joue une fois. On va voir si vous connaissez. Alors, qui connaît? Alors, c'est quoi? C'est une chanson d'un jeu vidéo? Presque. C'est le générique du Millionnaire. Le Millionnaire, c'était un jeu télévisé où si on avait de la chance, on pouvait gagner 1 million de francs. C'était en francs à l'époque. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je rejoue le début. Il y a 2 parties. Je commence par la première partie. Vous êtes prêts? C'est bon, vous êtes prêts? Vous chantez avec moi? 3, 4. Ouais, c'est pas mal. Bravo. Et la deuxième partie, ça fait... Et ça en boucle. Allez, chantez avec moi. Vous continuez? Parfait. Alors on reprend du début. Ça, on va le faire 3 fois. Et la 3e fois, on tient. Et quand je saute, je retombe, vous arrêtez. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez, au début, on s'en fout du début, vous chantez ce que vous voulez. C'est juste sur la fin, do, si, la, si, do, 3 fois. Et c'est parti. Prêt? 3, 4. Parfait, vous êtes un public formidable, merci beaucoup. Alors, puisque vous êtes là, j'aimerais bien vous connaître en fait, puis j'aime bien mener des petites enquêtes. Donc j'ai une question à vous poser. Qui, parmi vous, pense que le mérite est le principal déterminant de la richesse en France? Autrement dit, qui pense que pour devenir riche, ce qui compte le plus, c'est le mérite? Personne? Ah, je suis tombé sur un public de pauvres. Bah ouais, forcément, les pauvres, ils ont raté leur vie, alors ils vont pas dire qu'ils le méritent. Hein. Il y a que les riches qui savent ce que c'est que le mérite. Bon, voilà. Donc je vais évacuer cette question qui est un peu lourde. Donc la réponse, c'est oui, la France est une société méritocratique, et puis on verra plein d'exemples au cours de cette conférence. Et voilà, donc vous vous demandez un peu où je vais là, hein. C'est un peu ni queue ni tête, mais ça va, inquiétez-vous pas. Revenons à nos moutons. Donc l'autre coincé du cul sur sa chaise tout à l'heure, il disait
héritage, il y a une double définition, héritage culturel, héritage patrimonial. Alors dans cette conférence, on n'en a rien à faire de l'héritage culturel. Vous croyez que les milliardaires ils deviennent riches grâce à leur héritage culturel ? En fait, même l'héritage culturel, c'est tellement ringard actuellement qu'il y en a qui sont devenus riches grâce à leur héritage culturel et qui veulent nous faire croire que c'est grâce à leur héritage patrimonial. Là, je pense à Balkany, qui veut nous faire croire qu'il a acquis sa fortune avec grâce à des lingots d'or dont il aurait hérité, alors qu'on sait tous que sa fortune, il la doit, grâce à son héritage culturel, tiré de la mafia. Voilà, donc l'héritage culturel, on s'y intéresse pas. En plus, l'héritage culturel, c'est déjà un sujet vachement politique. La preuve, on a déjà 2 ministères dont le rôle tourne précisément autour de l'héritage culturel. On a le ministère de la Culture, bien entendu, et le ministère de l'Éducation, dont le rôle est de transmettre la culture. Alors que l'héritage patrimonial, c'est un sujet qui est absent du débat politique actuellement. Qui, parmi vous, a entendu un de nos dirigeants politiques parler de l'héritage patrimonial et des modes de transmission ? Quelqu'un ? Alors, quand je dis que les politiques ne s'intéressent pas, j'exagère un petit peu. Il y a 1 an, il y a eu un grand débat sur cette question-là. Le débat a été lancé par Castaner. Castaner, il a dit oui, tout ça, les inégalités de naissance progressent, et puis on hérite de plus en plus tard, et puis les droits de succession sont pas très bien compris, alors ce serait bien qu'on y réfléchisse sans tabou. Voilà, il avait lancé le pavé dans la mare. Emmanuel Macron n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Emmanuel Macron rentre dans le débat. Je cite. Les droits de succession et les pensions de réversion, on n'y touchera pas tant que je suis là. Fin de citation. Bon, il a quand même argumenté, il est vraiment rentré dans un débat sur le fond. Je cite encore. On a demandé des efforts aux retraités, maintenant arrêtez de les emmerder. Fin de citation. Donc voilà à peu près le niveau de préoccupation de nos politiques actuelles par rapport à l'héritage. Donc une des raisons pour laquelle je fais cette conférence, c'est justement parce que je pense que c'est important d'en parler. Donc, je vais en parler parce qu'on n'en parle pas, mais c'est pas une raison suffisante pour en parler. C'est pas parce qu'on parle pas de quelque chose qu'il faut en parler. Par exemple, nos hommes politiques ne parlent pas du fait que des femmes voilées puissent accompagner des sorties scolaires, et c'est tant mieux. Je veux dire, on s'en fout concrètement. Est-ce que l'héritage c'est important ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que l'héritage patrimonial n'est pas important ? Vous avez le droit de le dire, hein ? Non, personne, vous êtes sûr ? Personne ? Alors il faut savoir, il y a une étude qui a montré que sur l'ensemble d'une vie d'un Français, en moyenne, l'héritage patrimonial représente 20% de ses revenus. Donc j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui lève la main en disant que c'était pas important, je lui aurais passé mon RIB, il m'aurait versé tous les mois 20% de son revenu, il serait rendu compte de rien, ça aurait été parfait. Et voilà. Bon, donc l'héritage patrimonial, c'est important. Est-ce que c'est une raison suffisante pour en parler ? Bah en fait, pas forcément. Il peut y avoir des choses qui sont importantes, mais si elles sont parfaites, ça sert à rien d'en parler, de lancer un débat politique dessus. Par exemple, si on prend la distance entre la Terre et le Soleil, c'est vachement important ça. On a 150 millions de kilomètres du Soleil. Si on était plus près du Soleil, il ferait trop chaud sur Terre. Si on était trop éloigné du Soleil, il ferait trop froid. Cette distance-là, c'est très très important. Mais elle est parfaite. Pas de raison d'en parler. Alors est-ce que les modes de transmission de l'héritage sont parfaits ? Non, pas du tout. Il y a des gros défauts. Et on va en parler pendant cette conférence. Donc l'héritage, on n'en parle pas. C'est important et il y a des défauts. Est-ce que c'est une raison suffisante d'en parler ? Bah, pas forcément en fait. Il faut aussi qu'on puisse corriger ces défauts. D'ailleurs, je pourrais reparler de la distance entre la Terre et le Soleil, parce que je disais qu'elle était parfaite, mais en fait, elle l'est encore aujourd'hui pas trop mal, mais on est en train de balancer tellement de CO2 dans l'atmosphère que la température, elle monte, elle va monter. Il y a des scientifiques qui disent qu'elle va monter jusqu'à 7 degrés en 2100. Je vous garantis qu'à ce moment-là, si on pouvait éloigner un peu la Terre du Soleil, pour refroidir un peu la température, ça nous aiderait beaucoup. Le problème, c'est qu'on peut rien y faire. Même si on faisait péter toutes nos bombes atomiques du même côté de la Terre pour essayer de l'éloigner du Soleil, ça ne ferait rien. Alors par rapport à l'héritage, est-ce qu'on peut améliorer ce qui existe ? Et la réponse est oui. Donc si je résume, l'héritage c'est important, il y a des défauts et on peut les améliorer. Donc je vous invite tous, à partir de maintenant, à réfléchir aux questions de l'héritage, à discuter, débattre. Là il va y avoir Noël qui va arriver, repas de Noël, c'est le moment parfait pour parler de ça, tout le monde adore, je vous promets. Moi je vais réfléchir à ça, continuer de promouvoir ça. Et je pense vraiment que tous ensemble, on peut arriver à faire changer les choses. Et c'est notre projet. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette conférence. Je voulais, avant de partir, je voudrais qu'on applaudisse tous très fort tous les bénévoles de la base. Ils sont nombreux, il y en a pas mal ici. Donc que ça soit à la technique, Vincent, au bar, il y a Violette, il y a Olivier là-bas. Donc applaudissez tous et je laisse la suite.
Pardon, excusez-le, il s'emballe un peu des fois. Il se laisse emporter, là il avait fini l'introduction et il croyait que c'était la fin de la conférence. Il est gentil, hein, avec sa chemise toute folle là, mais ouais, je trouve qu'il utilise un peu trop de second degré, on sait jamais trop ce qui est vrai ou pas. Je pense que c'est mieux que je reprenne un peu la suite là maintenant. Voilà, donc j'ai entendu un peu les critiques aussi, du coup j'ai préparé un PowerPoint. Bertrand, est-ce que tu peux envoyer le PowerPoint ? Voilà, donc alors ça c'est le plan, donc l'introduction il a déjà fait. Alors normalement dans l'introduction on était censé détailler le plan, là c'est le petit 5. Bon je vais pas le faire vu que l'introduction elle est finie maintenant. Hein. Donc on va passer au point 2, donc c'est les modes de transmission de l'héritage en France. Voilà, tu peux passer le plan là, vas-y. Encore. Vas-y, encore. Donc voilà, donc on va rentrer un peu plus dans les détails sur l'héritage. Bon, j'ai pas tout préparé le PowerPoint, hein, j'aime quand même mieux mes notes, donc je vais alterner un petit peu. Donc je voudrais rentrer plus dans les détails sur ce qui va nous intéresser. J'ai dit que ce qui allait nous intéresser, c'est les modes de transmission de l'héritage. Alors ce que j'entends par mode de transmission de l'héritage, c'est l'ensemble des moyens qui permet de transférer du patrimoine d'un individu à un autre individu sans contrepartie. Donc avec cette définition-là, ça veut dire que le travail salarié, par exemple, ne fait pas partie de l'héritage parce qu'il y a de l'argent qui est transféré, mais sans contrepartie d'un travail. Donc l'héritage, il va y avoir deux types d'héritage avec cette définition-là. Il va y avoir les successions, qui sont la définition classique de l'héritage, mais en plus, on va inclure dans l'héritage les donations. Alors je voudrais détailler un petit peu comment ça se passe maintenant, les donations et les successions. Donc les donations, c'est lorsqu'une personne vivante décide de passer une partie de son patrimoine, de ses biens, à une autre personne. Alors, elle doit le déclarer à l'État, en tout cas en France. En général, elle va passer par un notaire pour faire cette déclaration-là. Et en fonction du montant des biens qui ont été transférés, cette personne va devoir payer éventuellement des taxes. Maintenant, les successions, c'est lorsqu'une personne décède, l'ensemble de ses biens sont transférés aux héritiers. De la même manière, cette transmission doit être déclarée. En général, on passe par un notaire pour ça. Et il peut y avoir des taxes à payer. Voilà. Donc je voudrais maintenant revenir sur un a priori que beaucoup de gens ont par rapport aux taxes sur l'héritage. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante ? Alors les gens pensent que l'héritage est très taxé. En fait, c'est pas du tout le cas. Si on regarde là sur cette courbe-là, je représente le pourcentage de taxes en fonction du montant de l'héritage. Alors il faut savoir que les taxes sont calculées sur deux choses principales. Donc la première chose, c'est le montant de l'héritage entre le donataire et le donateur. Donc le donataire, c'est celui qui reçoit et celui qui donne. Donc c'est le montant cumulé sur les 15 dernières années qui va être pris en compte pour calculer le pourcentage de taxes. Et la deuxième chose qui va être prise en compte, c'est le lien de parenté entre les deux personnes. Donc effectivement, les taxes sont assez importantes s'il n'y a pas de lien de parenté. Donc c'est la courbe rouge ici. On voit que très rapidement, en fonction du montant, on monte à des taux de taxation autour de 60%, proche de 60%. En revanche, quand le lien de parenté c'est parent-enfant, donc ce qu'on appelle en ligne directe, les taxes sont beaucoup moins importantes. Et en fait, on voit même que les 100 000 premiers euros ne sont pas taxés. Et ça va commencer, monter doucement. Ça peut monter jusqu'à 45%. Donc c'est ce qui peut sembler important. Sauf qu'en fait, il y a plein de moyens d'optimiser les transmissions. Et j'ai oublié de préciser aussi que ces taux de taxation sont les mêmes pour les successions et pour les donations en France. Alors, les optimisations possibles, il y a l'utilisation d'assurance-vie, où on voit déjà que les assurances-vie ne vont pas être taxées jusqu'à 150 000 euros. Ensuite, j'ai dit que les taxes sont calculées pour un couple donateur-donataire. C'est-à-dire qu'on peut recevoir de différentes personnes. Donc quelqu'un peut très bien recevoir un jour 100 000 euros de sa mère sans payer un seul euro de taxe, et le même jour recevoir 100 000 euros de son père sans payer un seul euro de taxe. Les montants sont remis à zéro tous les 15 ans. Donc quelqu'un peut recevoir tous les 15 ans 100 000 euros sans payer un seul euro de taxe de la même personne. Voilà. Attends. J'ai encore un truc à dire quand même. Oui, donc ce qui fait qu'en moyenne, les taux de taxation est inférieur à 6% sur l'ensemble des transmissions. Ah, mais il me fatigue. Il oublie tout ce qui se passe derrière, tous les sentiments que les gens peuvent avoir. Hein, il ne se rend pas compte de vraiment ce que vivent les gens. Alors maintenant, je voudrais raconter une histoire. C'est là que ça va être triste. Donc, faites tourner les mouchoirs, prenez-en tous un. Merci. Est-ce que je peux avoir une lumière adéquate ? Merci.
Je voudrais vous raconter l'histoire de Camille. Il ou elle, c'est pas très important, a eu une enfance heureuse dans une petite ville de campagne, avec ses parents. Une fois son diplôme du bac en poche, elle est partie faire ses études dans la grande ville voisine. Ses parents, son père en l'occurrence, a eu envie de l'aider. Il lui a donné 100 000 € pour qu'elle puisse acheter un petit studio pour faire ses études sereinement. 5 ans plus tard, son diplôme en poche, elle décide de partir s'installer à la capitale. Les logements sont plus chers dans la capitale. Elle revend son appartement, mais elle a besoin d'aide pour acheter un studio suffisamment grand. Sa mère l'aide, lui donne 100 000 €. 10 ans plus tard, elle a son premier enfant. Elle veut donc acheter un appartement plus grand. Son père, cette fois, lui donne 100 000 € pour l'aider. Quelques années plus tard, elle décide d'acheter une résidence secondaire. Sa mère l'aide, lui donne 100 000 €. 11 ans plus tard, son père décède. C'est pas encore là le moment triste, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, elle va toucher une assurance vie de 150 000 €, la moitié des parts de la maison familiale, 150 000 €. Et là, elle va payer 8 200 € d'impôts. Et c'est que le début. 7 ans plus tard, sa mère décède. Elle va toucher une assurance vie de 200 000 €. Une maison, enfin le reste de la maison et des économies, une valeur de 200 000 €. Une entreprise familiale, 300 000 €. Toucher 700 000 €. Là, elle va devoir payer. C'est un gros chiffre. 42 700 € d'impôts. Voilà. Tu peux remettre la lumière normale, s'il te plaît? Alors, il y a des gens qui pensent que l'héritage est très taxé. Donc, dans ce cas-là, qui est un cas possible, cette personne aurait reçu 1 400 000 €. Elle aurait payé 51 000 € de taxes. C'est très inférieur à 4%. Très inférieur à la TVA, par exemple. Alors, quelqu'un qui n'aurait pas du tout optimisé, donc mettons que quelqu'un ait reçu 1 400 000 € en une seule fois sans aucune optimisation, il aurait payé 373 000 € de taxes. Le pauvre, il aurait été obligé de vendre une des 2 résidences secondaires dont il a hérité pour pouvoir garder le reste. Donc quand on dit que l'héritage est très taxé, c'est pas vrai. L'héritage est assez faiblement taxé aujourd'hui en France. Alors maintenant, je voudrais parler des défauts de l'héritage. Défaut numéro 1, c'est un défaut qui est assez récent et qui concerne que les successions. Alors il faut savoir, au début du 19e siècle, les vieux mouraient assez jeunes, autour de 50 ans, et donc les gens héritaient autour de 30 ans. Donc c'est assez pratique quand on est en pleine force de l'âge, on récupère les biens familiaux. Voilà. Mais bon, les vieux sont devenus de plus en plus égoïstes. L'espérance de vie a augmenté. Maintenant, l'espérance de vie est à peu près de 80 ans. Et donc, ce qui fait qu'en moyenne, on hérite par succession à 50 ans. Et assez tard dans la vie. Donc, on peut s'imaginer quelqu'un qui a 25 ans, finit ses études, prend un prêt sur 25 ans, se serre la ceinture pendant 25 ans pour rembourser son prêt. Et le jour où son prêt est fini, il va hériter. On peut se dire qu'il y aura peut-être d'autres moyens de faire. Donc voilà, défaut numéro 1 de l'héritage, c'est qu'on hérite tard. Défaut numéro 2. Alors le défaut numéro 2, c'est les inégalités. Alors juste, comme je vais donner quelques chiffres dans la suite, je ne voudrais pas vous oublier de quoi je parle, j'ai mis un t-shirt. Donc voilà, vous reconnaissez, c'est juste pour dire que tous les chiffres que je vais mentionner sont par rapport à la France. Alors on reconnaît bien sûr le bleu, blanc, rouge de la France, Marianne, et puis aussi la devise, liberté. Mais qu'est-ce que je suis con. Je vous disais que j'allais vous parler d'inégalité, mais on est en France. La France, c'est un pays égalitaire, c'est écrit là. C'est même dans l'article 1er de la Constitution, c'est écrit « La France assure l'égalité en droit de tous les citoyens sans distinction d'origine, de religion ou de sexe ». Ce qui veut dire, d'un point de vue de l'héritage, c'est tellement égalitaire qu'on peut même être noir, juif, transsexuel, avoir voté Philippe Poutou aux dernières élections et hériter d'1 milliard d'euros. Tout ce qu'il faut, c'est que ses parents soient milliardaires.
Donc voilà, en fait, on va pas étudier les inégalités en France, on va étudier les égalités en France. Alors maintenant, j'aurais besoin de 4 volontaires pour faire une simulation. 4 volontaires. Alors j'en ai une là. J'ai besoin de 3 autres volontaires. Faut venir sur scène. Encore 2. Viens à l'arrivée. Et encore un. Un dernier volontaire, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Alors, attendez. Les deux plus grands. J'arrête. J'arrête. Ouais, allez. J'arrête. Genre, tu passes derrière, s'il te plaît. Attention, cher public, ça va bientôt être à vous. Vous êtes prêts? Il va falloir chanter. 3, 4. Mesdames et messieurs, bienvenue au grand tirage de l'héritage. Nous avons ici 4 candidats. C'est bon, vous pouvez poser ça. Qui vont tenter de toucher le plus gros héritage possible. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Loïc. Et tes parents, comment ils s'appellent? Christian et Daniel. Et ils sont là ce soir? Non, ils sont pas là. Bon, aujourd'hui, tu vas apprendre s'ils sont riches ou pas. Et bonjour, comment tu t'appelles? Isor. Bon, je vais pas demander à tout le monde leurs parents parce que j'ai une conférence à faire quand même. Toi, comment tu t'appelles? Railléré. Okay. Bonjour, comment tu t'appelles? Francesco. Alors, nous avons ici des chèques. Nous avons ici un jeu de cartes. Je vais prendre 4 cartes. 4 cartes numérotées de 1 à 4. Je vais les mélanger. Nos candidats vont les tirer au hasard. Celui qui aura le numéro 1 prendra le premier chèque, celui qui aura le numéro 2 prendra le deuxième chèque, etc., etc. Donc on est d'accord que c'est égalitaire. Tout le monde part du même point. Hein? Alors est-ce que vous êtes prêts? Alors, qui a le numéro 1? Attention, est-ce que tu peux venir là? Tu y as gagné un joli chèque de 30 000 €. On l'applaudit, elle le mérite. Qui a eu le numéro 2? Attention, est-ce que vous êtes prêts? Tu as gagné un joli chèque de 150 000 €. On l'applaudit, bravo. Qui a eu le numéro 3? Attention, attention. Tu as gagné un chèque de 396 000 €. On l'applaudit. Et le numéro 4, attention, la tension est à son comble. On peut pas tous gagner, hein, désolé. J'ai quand même un petit lot de consolation. Voilà, c'est pour pas qu'on oublie qu'on est dans un pays égalitaire, donc tiens. Si tu peux le mettre, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà comment se passe l'héritage, en gros, dans un pays méritocratique. Parce qu'on sait tous que si lui, il a eu rien, c'est parce qu'il a mangé trop de bonbons quand il était petit. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut étudier l'égalité en France? Donc face à l'héritage. Alors ce qu'on peut faire, c'est classer. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de partir du plus gros héritage sur la droite au plus petit héritage sur la gauche. Pardon. Ouais, ça c'est réservé. On verra plus tard. Alors,
pour représenter ces égalités, on peut représenter ça sur un graphique. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Alors, un graphique assez classique, on les a classés, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, en fonction de la valeur de leur héritage. On va représenter ça ici. Alors maintenant, imaginez qu'on puisse prédire ce que chacun va hériter en France. Et qu'on classe tous les citoyens français en fonction de ce dont ils vont hériter. Donc ça commencerait ici. Il y aurait à peu près, en fait, je crois, 17 millions de personnes entre ces deux chaises à installer. Il faudrait tous que vous veniez aussi. Puis 17 millions de personnes entre ces deux chaises, puis 17 millions de personnes entre ces deux chaises, puis 17 millions de personnes entre ces deux chaises. Et la distribution ressemblerait à ça. Tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, là c'est le pourcentage de la population. Donc quand on est à 0, c'est ceux qui héritent le moins. Quand on est à 100, c'est ceux qui héritent le plus. Alors petit avertissement, cette figure-là, c'est une estimation. Le problème qu'on a ici, c'est que l'État ne se donne pas les moyens d'estimer cette distribution. Donc, pour obtenir cette distribution, on a dû se baser cette estimation est basée sur des enquêtes qui sont beaucoup moins fiables que ce que pourrait avoir l'État, corrélées à des données macroéconomiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment cette courbe est obtenue, mais elle est critiquable, elle doit être améliorée. En fait, il y a des incertitudes. Mais c'est la meilleure estimation qu'on a des égalités, excusez-moi, je vais peut-être me tromper quelquefois, face à l'héritage. Si vous voulez le détail de comment est obtenue cette courbe, vous pouvez aller voir sur ce site internet-là où vous trouverez les détails. Alors, petite précision. On dit souvent que les chiffres ne mentent pas. J'ai toujours trouvé ça un peu absurde parce qu'en fait, les chiffres, ça parle pas. Donc forcément, effectivement, ça ment pas. Les chiffres, il faut les interpréter. Et souvent, quand on a affaire à des petits chiffres ou des grands chiffres, on a du mal à les interpréter. On a une fausse idée sur ces chiffres-là. Donc, par exemple, si on demandait à Jean-François Copé ce que ça représente qu'1 million d'euros, il nous dirait certainement quelque chose du style, c'est à peu près 10 millions de pains au chocolat. Bon, lui, son problème, c'est peut-être plus sur les petits chiffres que sur les grands chiffres, mais pour le commun des mortels, je pense qu'1 million d'euros, on ne réalise pas forcément ce que c'est. Donc, j'ai aussi mis les équivalents donc de la valeur des héritages en années de SMIC. Donc ça, c'est le nombre d'années qu'il faut travailler rémunéré au SMIC pour obtenir tel héritage. Alors la bonne nouvelle ici, on voit que c'est que encore quelques réformes des retraites et on pourra travailler suffisamment longtemps, 70 ans, pour gagner 1 million d'euros rémunérés au SMIC. Voilà, donc là, on va maintenant passer un petit peu de temps sur analyser cette courbe-là. Donc ça démarre... Ah oui, pardon. La valeur moyenne. Tu peux appuyer, Bertrand. Valeur moyenne estimée de l'héritage, c'est à peu près 390 000 euros. Alors, ce n'est pas les héritages actuellement, c'est une prédiction pour dans une dizaine d'années. Parce qu'actuellement, il y a une population qui augmente, ce qui fait qu'il y a plus d'héritiers que de personnes qui décèdent. Mais dans une dizaine d'années, on devrait tendre vers 390 000 euros d'héritage en moyenne par personne. Regardons maintenant un peu, quantifions l'égalité. Donc, ça démarre à 0. Je l'ai fait démarrer à 0, en fait, ça pourrait démarrer dans le négatif. On peut hériter de dettes, mais bon, comme on peut refuser son héritage, auquel cas on refuse tout l'héritage, donc aussi bien les dettes que ce qui a de la valeur, donc on peut commencer à 0. Donc si on regarde les 10% de la population, vas-y Bertrand, vont hériter moins de 1 000 euros. Les 20% de la population va hériter moins de 12 000 euros. Et donc ça monte petit à petit. Alors là, je vais un peu réaliser, bon, pas entièrement, mais un petit peu réaliser un rêve que j'avais. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'écolos parmi vous. Alors, peut-être que vous connaissez la conférence d'Al Gore, qu'il avait fait sur la concentration de CO2. Il parlait de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il montrait au cours du temps, donc il partait d'il y a longtemps, le CO2, la concentration fluctue un peu. Et puis après, il arrive un moment, donc avec l'activité humaine, le CO2 commence à monter. Puis à un moment, il est trop petit, lui. Il ne peut plus montrer la courbe. Alors lui, il avait de la chance, il avait un ascenseur. Il sortait de scène comme ça, qu'il faisait monter pour pouvoir suivre la courbe. Bon, bah, moi, je vais faire avec ce que j'ai. Voilà, donc on va passer du côté maintenant des gros héritages. Bertrand ? Alors, il y a 15% de la population qui hérite de plus que 45 années de SMIC, que l'équivalent de 45 années de SMIC. Donc il y a 15% de la population qui, sans travailler, va toucher ce que d'autres vont mettre une carrière entière à toucher. Voilà, donc après, bien sûr, la courbe... ça monte, hein. Ça continue de monter. Bon, là je vais me plaindre un petit peu de la base quand même, parce que c'est un lieu qui est plein de bonne volonté, mais ils ne se donnent pas les moyens de leurs ambitions. Comment est-ce qu'on peut combattre les inégalités sociales si on n'a pas de quoi les représenter ? L'écran il est trop petit là.
Alors à votre avis, il faudrait quelle taille d'écran pour représenter l'entièreté de cette courbe-là? Non, quand même. 10 mètres? Qui dit mieux? 400 mètres? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite théorique. En fait, ça peut monter jusqu'à l'infini en théorie. Il y a quand même une limite pratique. Et cette limite pratique, en fait, on peut se poser la question de qui sont les plus grosses fortunes. En fait, la question qu'on va se poser, c'est qui pourrait s'asseoir là? Il y a 5 personnes qui peuvent s'asseoir ici. C'est les 5 enfants de Bernard Arnault. Plus grosse fortune française. Sa fortune a été estimée par Forbes à 92 milliards d'euros. On divise ça par 5. On considère qu'il va y avoir 20% de taxes sur ça, donc sachant qu'avec les moyens d'optimisation, en fait, il y a une étude qui montrait que les plus grosses successions sont taxées autour de 20%. Ce qui fait que chacun des enfants de Bernard Arnault va toucher net 13,5 milliards d'euros. Alors, si j'en ai le mètre, c'est pas pour rien. Tiens, Rayeri, tu peux mesurer la hauteur de la courbe, s'il te plaît? Alors, 1,20 fois 13,5 milliards divisé par 1 million, ça nous fait, mesdames et messieurs, 16 000 mètres. L'Everest n'est pas assez grand. Il faudrait un écran de 16 000 mètres. Donc la prochaine fois que je reviens à la base faire cette conférence, s'il vous plaît, vous prévoyez un écran suffisamment grand, vous m'achetez une fusée pour que je puisse montrer la courbe. Et voilà. Alors, j'en ai fini avec les inégalités intrinsèques à l'héritage. Mais il y a 2 phénomènes qui vont amplifier ces inégalités. Premier phénomène. On imagine bien que les gens qui héritent de peu, leurs parents n'ont pas eu beaucoup de moyens. Donc typiquement, les gens qui héritent de peu, pour peu qui vivent à la campagne, le jour où ils ont voulu aller faire des études, c'est pas dit que leurs parents aient pu leur payer un appartement pour qu'ils puissent faire leurs études sereinement. En fait, concrètement, comment ça va se traduire ça va se traduire qu'il y a une corrélation entre l'héritage et les revenus des gens. Donc en moyenne, les gens qui héritent le moins ont des plus petits revenus. Deuxième facteur qui va accentuer les inégalités face à l'héritage, c'est le fait que le patrimoine, ça rapporte de l'argent. Quelqu'un qui hérite de 400 000 euros, par exemple, peut acheter un appartement, peut le louer et avoir un revenu fixe tout le reste de sa vie. Voilà. Donc, voilà en gros ce qu'il en est des égalités donc, en France face à l'héritage. Alors maintenant, on va changer un peu de registre. Je vais arrêter de jouer des personnages. Je vais être moi-même. Alors moi-même, je suis, juste pour me présenter, Émile Marat, donc je suis informaticien. Avant ça, j'ai fait de la recherche en physique des matériaux. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'héritage en fait. Il y a 3 ans à peu près, j'étais vraiment un citoyen lambda par rapport à l'héritage. J'avais quelques notions de comment l'héritage était transmis. J'avais une idée qu'il y avait des inégalités sans pouvoir les quantifier. Mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question du pourquoi, du comment. Et puis, un jour, j'ai pris le temps d'y réfléchir un peu plus. En fait, je me suis posé les questions suivantes. Qu'est-ce qui justifie que moi, je vais hériter d'une maison? Parce que oui, j'ai la chance que mes parents soient propriétaires. Donc, qu'est-ce qui justifie que je vais hériter d'une maison alors que d'autres n'hériteront de rien? Ou pire encore, qu'est-ce qui justifie que certains vont hériter de plusieurs millions d'euros? À l'époque, je ne pensais pas qu'il y avait des si gros héritages que ça. Alors que d'autres n'hériteront de rien. Pour moi, ça a vraiment été une question assez fondatrice dans ma démarche. Et donc, j'aimerais que vous preniez le temps d'y réfléchir vous. Donc, je vais vous laisser maintenant 5 minutes pour réfléchir à qu'est-ce qui justifie, en gros, qu'on hérite de manière filiale, de parents à enfants. Je précise que dans la première partie de cette conférence, je me suis permis d'utiliser beaucoup d'humour et de second degré parce que je parlais de choses concrètes, de choses factuelles, donc c'était assez facile. Mais à partir de maintenant, il va plus s'agir de discuter d'opinions, donc je vais mettre l'humour de côté. Voilà, donc je vous laisse 5 minutes pour réfléchir à ça, et puis après on en discutera. Donc vous pouvez y mettre des aspects, ça peut être des aspects très personnels, des aspects sentimentaux, des aspects économiques, donc sur les justifications du mode de transmission de l'héritage actuel. Voilà, donc on fait une petite pause de 5 minutes, moi je vais remettre un t-shirt parce que je me sens un peu con là, et voilà.
Alors, est-ce que vous avez eu suffisamment de temps pour réfléchir? J'ai peut-être pas précisé aussi, mais vous pouvez dire des arguments par lesquels vous n'êtes pas entièrement convaincu, hein, sur lesquels vous avez un doute, sur lesquels juste vous voulez réfléchir aussi. Il n'y a pas de... Alors, qui veut dire quelque chose? Donc, s'exprimer sur qu'est-ce qui justifie le fait qu'on hérite de nos parents? Que les biens sont transmis des parents aux enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Du coup, un argument, c'est que ça a toujours été comme ça, c'est historique. On n'a pas arrêté de transmettre par filiation des statuts, par exemple avec la royauté, des héritages et tout un tas de choses. Du coup, c'est un truc qu'on ne remet pas en question parce que c'est ancien. Ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est accepté en gros parce que c'est quelque chose dont on a hérité. C'est un héritage culturel en fait. Ouais. Merci. Bon, je voudrais juste apporter un petit témoignage. J'ai quelques heures de vol de plus que vous. Quand on est parent, on a envie de transmettre à ses enfants. Ouais. On a envie de transmettre. On a envie de pouvoir les aider. Alors, bon, je ne parle pas de Bernard Arnault, enfin, je ne sais pas quel citer, mais on a envie de les aider. Et donc, perso, mais on pourra en discuter, je trouverais injuste qu'au-delà d'une certaine valeur, on dise, on vous pique tout, les gars, et voilà. On a envie d'aider ses enfants. Voilà, c'est tout. Ouais. Et ça, je pense que tous les parents seront d'accord là-dessus. Moi aussi, je suis papa d'une petite fille. C'est sûr qu'on a envie d'aider ses enfants. Après, par rapport à ça, moi, j'aurais juste tendance à penser aux gens qui auraient envie d'aider leurs enfants, mais qui ne peuvent pas aider leurs enfants. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là, qui aimeraient bien laisser quelque chose à leurs enfants. Donc voilà. Mais c'est sûr que c'est un argument tout à fait recevable. Est-ce qu'il y a d'autres arguments, d'autres gens qui veulent apporter d'autres choses? Après, il y a une vraie différence aussi en fonction de où on vit, de la vie qu'on a eue. Enfin, moi, j'ai des gens autour de moi qui ont acheté leur appartement typiquement à Paris, qui gagnaient pas des milliers et des cents. Il n'empêche que maintenant, 20 ans plus tard, l'appartement, il vaut une fortune et ils sont très loin de gagner l'équivalent d'aujourd'hui. Enfin, ils ne pourraient pas l'acheter aujourd'hui. Ouais. Et il y a de fortes chances que leur fille ne puisse pas le récupérer, en tout cas. Tu veux dire que sans héritage transmis comme ça, les gens ne pourraient pas acheter? Non, mais il y a aussi une différence. Typiquement, en fonction de où on vit, etc., on a des vraies différences de niveau de vie et de besoins. Voilà. Il y a quand même une autre raison qui a déjà été abordée par la première personne qui est intervenue, qui est un peu liée à l'héritage culturel. C'est-à-dire que quand on transmet quelque chose, on transmet également une volonté de faire quelque chose avec ce qui est transmis. Chose qui n'est pas forcément remplaçable, même par une contribution financière équivalente. Je pense qu'il s'est passé au remembrement dans les années 50, par exemple, lorsque l'État français a saisi les terres des paysans et les a remembrés et a redonné des terres, entre guillemets, équivalentes aux paysans. Mais ces derniers éprouvaient une grande souffrance vis-à-vis du fait qu'ils n'ont pas pu transmettre, en réalité, une qualité de la terre, une caractéristique propre sur laquelle ils auraient pu bâtir, ou leurs ancêtres auraient bâti des choses. Il y a aussi ça qui fait qu'on est quand même tenté de pouvoir prolonger une volonté, que ce soit familiale, etc., ou la sienne, de transmettre directement à ses enfants sans passer par un intermédiaire, même si on est d'accord avec le fait qu'il faut redistribuer. Est-ce qu'il y a d'autres... Je trouve aussi que ça pose la question de la compétition à l'intérieur de l'espèce humaine, parce que quand on hérite, quand on transmet quelque chose, on transmet son code génétique quand on fait des enfants, et du coup on a envie de transmettre aussi d'autres choses pour accompagner ça. Et c'est un peu une sorte d'instinct de survie. Quand on
on est un peu en compétition entre tous à l'intérieur de l'espèce et pas seulement entre les espèces. Et je trouve que du coup, remettre en question l'héritage, ça remet aussi en question ce jeu-là naturel de sélection Je dirais qu'il y des aurait plus une forts. sorte de nature humaine Bah, je sais pas, mais je me pose la question. qui justifierait l'héritage. J'avais jamais entendu cet argument-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres arguments? Juste un point qui me fait penser l'avant-dernier commentaire sur le fait que tout à l'heure, tu as volontairement séparé patrimoine culturel et patrimoine. Enfin, héritage culturel et héritage de patrimoine, et je pense qu'il y a un certain nombre de cas, peut-être niche par rapport à l'ampleur où en fait les deux se rejoignent quand on parle de terre, quand on parle de maison ou de patrimoine historique, où finalement certains biens peuvent être aussi symboles de valeur et de culture dans certains cas. Là, j'ai clairement choisi de mettre de côté l'héritage culturel pour simplifier les choses, mais il y a clairement des connexions très importantes entre les deux. Et aussi, je pense que c'est plus facile d'étudier l'héritage patrimonial parce que c'est facile à quantifier. On a le marché qui nous permet de dire ça vaut tant, alors que l'héritage culturel c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Et puis peut-être plus difficile à partager ou à redistribuer. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres arguments encore? Il y a un argument, je suis surpris de ne pas l'avoir entendu, que j'entends très souvent moi quand j'en discute à droite à gauche. C'est le côté sentimental en fait, tout simplement. Il y a plein de gens qui disent j'ai grandi dans la maison de mes parents, donc je suis vachement attaché à cette maison-là. Et je serais super triste qu'elle aille à quelqu'un d'autre, que j'en hérite pas. Ça aussi, c'est un argument que je trouve tout à fait recevable et je pense qu'il faut prendre en compte. Je voudrais juste encore une fois le pondérer par le fait que je pense qu'au final, il n'y a pas tant de monde que ça qui habite dans la maison dont ils ont hérité. Ne serait-ce parce qu'au moment où on hérite, on a souvent construit notre vie ailleurs. Si on ne peut pas forcément matériellement juste revenir vivre dans la maison où on a grandi. En plus, il y a le fait qu'on a souvent des frères et sœurs, donc du coup, il faut répartir. Donc, qui garde la maison, ça peut poser des problèmes, des tensions. Et donc, au final, je ne pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui garde vraiment la maison familiale. Mais effectivement, c'est clairement le côté sentimental, je pense, un argument qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit à l'héritage. Je voudrais donc du coup faire un petit point, peut-être prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc moi, quand j'ai réfléchi à ces questions-là, donc je pense que j'ai entendu pas mal, j'en ai discuté à droite à gauche, j'ai entendu des arguments que vous avez dit. Je pense qu'il y a une chose qui est assez frappante quand on prend le temps d'y réfléchir, qui je pense est assez indiscutable, c'est qu'il n'y a aucun argument, justement, aucun argument indiscutable qui justifie qu'on hérite de parents en enfants, de parents à enfants, pardon. En fait, il y aurait un argument, et tu l'as dit d'ailleurs, et l'argument c'est que ça se passe comme ça parce que c'est socialement accepté. Parce qu'il y a une acceptation. Alors cette acceptation, elle est peut-être culturelle, effectivement. Mais je pense que à la question « Pourquoi est-ce qu'on hérite de parents en enfants ?», on peut répondre « C'est parce que c'est accepté ». Là-dessus, il ne faut pas se tromper, en fait. On pourrait penser que le fait qu'on transmette de parents à enfants, c'est une décision individuelle. Mais en fait, c'est une décision qui est profondément collective de la société. Je voudrais juste vous lire deux petits textes. Donc, le premier, c'est Robespierre, qui exprimait ça, qui dit « Ce n'est pas la volonté individuelle qui établit le principe qui règle la succession, mais l'intérêt public. » C'est vraiment un choix collectif. Mirabeau disait quelque chose d'assez similaire. « L'héritage doit se comprendre davantage comme un impératif social de continuité que comme une prise de position privée. » Donc il faut bien réaliser que les modes de transmission de l'héritage, c'est une décision qui est collective. Donc si on veut les changer, faire autrement, il va falloir le faire collectivement. Et on peut faire autrement. L'héritage a déjà évolué au cours de l'histoire. Il y a eu des époques et des lieux où c'était seulement les fils aînés qui héritaient. D'autres endroits où c'était l'aîné, que ce soit une fille ou un garçon. Il y a eu des moments où les successions ont été plus ou moins taxées. Donc en fait, ça peut vraiment évoluer. Ça peut aussi évoluer encore plus loin. D'ailleurs, j'aimerais bien reprendre Mirabeau quand il disait ce que je viens de vous lire. En fait, donc c'était en gros pendant la Révolution française où il y a eu des débats sur l'héritage, et justement des débats pour abolir l'héritage filial. Mirabeau, c'était un défenseur de l'héritage filial. Et donc lui, je vais vous relire ce qu'il a dit. Il a dit « L'héritage doit se comprendre davantage comme un impératif social de continuité que comme une prise de position privée. » Je trouve ça assez intéressant aujourd'hui de réentendre ça, parce que moi, quand j'entends cet argument-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui dit qu'il faut, au contraire,
supprimer l'héritage filial ou revoir l'héritage filial. Il dit qu'il doit se comprendre comme un impératif social de continuité. C'est pour maintenir les choses. Ça veut dire, en gros, reproduire les classes, reproduire les richesses et la pauvreté. Je comprends son argument en fait à l'époque, parce qu'à l'époque, la majorité des gens faisaient le métier que leurs parents faisaient. Donc forcément, si on n'héritait pas de nos parents, ça aurait été un petit peu le chaos. Je pense qu'actuellement, c'est plus le cas. Je pense qu'on pourrait dépasser cela et en fait remettre en question le fait qu'on hérite de père en fils. Alors maintenant, je voudrais vous lire un texte de Bakounine, donc lui qui voulait abolir l'héritage filial, et qui est assez drôle aussi. La justice, autant que la dignité humaine, exige que chacun soit uniquement le fils de ses œuvres. Nous repoussons avec indignation le dogme du péché, de la honte et de la responsabilité héréditaire. Par la même conséquence, nous devons rejeter l'hérédité fictive de la vertu, des honneurs et des droits, celle de la fortune aussi. L'héritier d'une fortune quelconque n'est plus entièrement le fils de ses œuvres, et sous le rapport du point de départ, il est privilégié. L'abolition du droit d'héritage, tant que ce droit existera, la différence héréditaire entre les classes, des positions, des fortunes, l'inégalité sociale en un mot et le privilège subsisteront, sinon en droit, du moins en fait. Mais l'inégalité de fait, par une loi inhérente à la société, produit toujours l'inégalité des droits. L'inégalité sociale devient nécessairement l'inégalité politique. Et sans égalité politique, avons-nous dit, point de liberté dans le sens universel, humain, vraiment démocratique de ce mot. La société restera toujours divisée en deux parts inégales, dont l'une immense, comprenant toute la masse populaire, sera opprimée et exploitée par l'autre. Donc le droit de succession est contraire au triomphe de la liberté. Et si la société veut devenir libre, elle doit l'abolir. Alors sur ce passage, juste, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Il y a un argument que j'entends souvent aussi, justement, quand je demande aux gens qu'est-ce qui justifie que l'héritage soit transmis de père en fils. Il y a beaucoup de gens qui me disent la liberté. Parce que les gens qui sont propriétaires ont le droit, ont la liberté de décider, de transmettre à qui ils ont envie. Et c'est assez marrant parce que Bakounine, lui, il utilise justement la liberté comme argument contre l'héritage. Lui, on peut relire la première partie où il dit « La justice autant que la dignité humaine exige que chacun soit uniquement le fils de ses œuvres. Nous repoussons avec indignation le dogme du péché, de la honte et de la responsabilité héréditaire. » Là, on pourrait penser aux esclaves qui héritaient de leurs parents, de leur situation d'esclave. Et ça nous semble inadmissible, c'est une atteinte à la liberté. Donc on rejette l'hérédité des choses négatives. Alors pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi rejeter l'inégalité en tout cas questionner l'inégalité des choses positives? Donc lui, il justifie l'abolition de l'héritage filial par l'égalité. Je vais finir de lire ce passage-là, il continue après. Donc, la société doit abolir l'héritage parce que, reposant sur une fiction, ce droit est contraire au principe même de la liberté. Tous les droits individuels, politiques et sociaux sont attachés à l'individu réel et vivant. Une fois mort, il n'y a plus que la volonté fictive d'un individu qui n'est plus et qui, au nom de la mort, opprime les vivants. Si l'individu mort tient à l'exécution de sa volonté, qu'il vienne l'exécuter lui-même, s'il le peut. Mais il n'a pas le droit d'exiger que la société mette toute sa puissance et son droit au service de sa non-existence. Il est un petit peu provocateur. Donc, voilà. Donc Bakounine, lui, voulait purement et simplement abolir l'héritage filial. Et je vais faire une proposition en ce sens. Alors, comment ça se passe quand on veut abolir l'héritage filial ? Alors, premièrement, on est obligé d'interdire ou en tout cas de limiter fortement les donations. Ensuite, c'est l'État qui récupérait les héritages. Donc lorsqu'une personne décède, l'État récupère ses biens, les met en vente, l'argent qu'il a récupéré va dans une caisse. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là après ? Pour donner un ordre de grandeur, en 2016, le montant total des donations et des successions a été estimé à 250 milliards d'euros en France. Le budget de l'État, c'est 400 milliards d'euros à peu près. Donc on voit que c'est vraiment significatif. On pourrait choisir de financer plus la fonction publique. On pourrait choisir, avec cet argent, de baisser les impôts. On pourrait choisir de rembourser la dette. On pourrait faire plein de choses, en fait.
Moi, je vais faire une proposition qui garderait en fait la notion d'héritage. En fait, l'idée, ça serait de redistribuer cet argent aux gens sous forme d'héritage mutualisé. Donc, cet argent serait accumulé tous les ans, et puis tous les ans, elle serait découpée en parts et redistribuée aux citoyens. Chaque citoyen aurait le droit de toucher, au cours de sa vie, une part d'héritage mutualisé. Alors, bien évidemment, la mise en place ne serait pas forcément évidente parce qu'on partirait d'une situation où la majorité des gens n'auraient pas hérité. Donc la majorité des gens auraient le droit d'hériter. L'idée, ça serait que les gens disent au moment où ils veulent hériter, moi je veux toucher mon héritage, et qu'à ce moment-là, ils puissent toucher leur héritage. Bien évidemment, à la mise en place, si on mettait en place une réforme comme ça, il y aurait beaucoup de gens qui demanderaient à toucher leur part d'héritage. Et du coup, si on divisait ce qui a été accumulé en une année, les parts seraient toutes petites. Donc pour une période de transition, on serait obligé de limiter le nombre de parts qui sont distribuées. Donc on pourrait fixer ce nombre de parts en fonction, par exemple, du nombre de décès qu'il y a eu. On pourrait dire qu'il y a 1,5 fois plus de parts distribuées que de personnes qui ont décédé. Si on distribue par exemple 1,5 fois plus de parts, comme la population française est en gros constante, on distribuerait ces parts en priorité aux personnes les plus âgées, et petit à petit, l'âge auquel on pourrait hériter pourrait baisser. À long terme, tout le monde pourrait toucher son héritage quand il le voudrait, à partir d'un âge minimal. Ça pourrait être 18 ans, ça pourrait être 25 ans, à décider collectivement. Et il y aurait autant de parts distribuées que de personnes qui décèdent en moyenne. Maintenant, on se pose la question du montant. Quel montant on pourrait estimer? Alors honnêtement, c'est assez difficile à prévoir. Quel serait le montant d'une part? Ici, je vous avais dit que le montant moyen d'un héritage allait tendre vers 390 000 euros. Mais je ne vais pas vous mentir, les parts, si on mutualisait complètement, elles ne seraient pas aussi importantes, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, en fait, les classes d'âge avancé de la population française ont accumulé toute une partie du patrimoine. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti, après la Seconde Guerre mondiale, d'une situation où les revenus étaient forts par rapport à la valeur du patrimoine. Donc les gens ont travaillé, ont pu acquérir du patrimoine, construire. Quand ils sont une fois décédés, leurs biens ont été transférés à leurs enfants. Leurs enfants aussi ont une situation assez favorable. Donc ces enfants-là, c'est les baby boomers en gros. Ils ont une situation assez favorable où ils ont eu le poids du travail qui était assez fort, ils ont pu acquérir des biens au cours de leur vie. Et en plus, quand ils ont eu en gros 50 ans, ils ont hérité du bien de leurs parents. Et on voit en fait petit à petit, ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes générations d'acquérir parce qu'il y a toute une partie du patrimoine qui est captée par les générations les plus âgées. Et donc, si on remutualisait l'héritage, en fait, et en redistribuant plus de parts tous les ans que de personnes qui décèdent, on redistribuerait le patrimoine plus équitablement au sein de la population. Donc mécaniquement, le montant d'une part serait plus faible. Deuxième facteur, je pense, qui est important, mais qui là pour le coup est très difficile à estimer, qui baisserait la valeur des parts d'héritage, c'est que, en fait, je pense qu'il y a une partie des gens qui économisent en pensant justement qu'ils vont laisser leurs biens à leurs enfants. Et donc cette incitation à économiser serait moins présente. Et forcément, mécaniquement, ça diminuerait un petit peu les parts. Alors je ne sais pas quel serait le montant d'une part d'héritage. Je pense raisonnablement qu'on pourrait penser que ça serait autour de 200 000 euros. Voilà, sans trop me mouiller là-dessus. Donc on a vu deux propositions, deux modes de transmission de l'héritage. On a vu le système actuel et un système intégralement mutualisé. C'est deux choix possibles qu'on pourrait faire collectivement, décider. Organisons la société comme ça. Maintenant, ce à quoi j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est à qu'est-ce qui serait idéal. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Idéal, ça veut pas dire parfait. Il n'y a pas un système parfait. Ce que j'entends par idéal, ce serait le système qui serait le plus accepté par tout le monde, qui serait accepté par la majorité des gens, tout en étant compris, tout en comprenant les tenants et les aboutissants. Actuellement, le système, il est accepté par la population. Il y a une sorte de consensus. Et je pense qu'il est accepté parce que les gens ne réalisent pas à quel point les inégalités, que je vous ai présentées, sont importantes. Ils ne réalisent pas non plus qu'il y a des alternatives possibles. Donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait trouver, en gros, le mode idéal? Pour réfléchir à ça, je pense qu'il faut prendre en compte deux aspirations, je vais appeler deux aspirations fondamentales. Il y a d'un côté une aspiration à l'égalité, de l'autre, une aspiration à ce que, tout simplement, le patrimoine reste au sein de la famille. Donc, ce qui est un petit peu, quand je vous demandais qu'est-ce qui justifie que le patrimoine reste dans le sein de la famille, vous pouvez mettre un peu tous les arguments dans cette catégorie-là. Je dis que ces deux aspirations, elles sont fondamentales dans le sens que pour moi, elles sont difficiles à justifier autrement que par elles-mêmes. On est actuellement dans un système qui penche très fortement dans le maintien du patrimoine au sein de la famille.
Il faut bien voir que ces deux aspirations, elles sont en tension l'une et l'autre. Si on favorise l'un, on défavorise l'autre, et inversement. Le système actuel favorise le maintien du patrimoine dans la famille. Le système de mutualisation intégrale, ça serait l'opposé. Favoriserait l'égalité au détriment du maintien du patrimoine dans la famille. Mais il faut bien trouver l'équilibre entre les deux. Et en fait, on a tous les moyens possibles de choisir cet équilibre, trouver l'équilibre. Et pour ça, on peut faire des choses progressives. Donc utiliser des taux de mutualisation progressifs. Est-ce que je peux récupérer le micro sans fil, il est... Vas-y Bertrand. Donc on pourrait utiliser des taux de mutualisation. En fait, chaque personne pourrait hériter d'une partie de ses parents et une partie qui serait mutualisée. À chaque fois qu'une personne recevrait un héritage, ou une donation, du coup, par succession ou par donation, il y aurait une partie de ceux qu'il recevrait qui serait mutualisée. Alors je précise que là, tout ce qui serait pris en compte, c'est ce qu'a hérité la personne. Peu importe qui lui a donné. Peu importe depuis combien de temps. Peu importe le type de ce qui a été transféré. Donc on enlèverait toutes les optimisations fiscales. On pourrait en réintroduire après. Pourquoi pas. Mais il faudrait y repenser, y réfléchir en tout cas. Je vais proposer des taux de mutualisation qui sont mis ici, mais ils seraient tout à fait ajustables. Moi, c'est des taux qui me sembleraient assez justes. Je proposerais un taux de mutualisation de 0% jusqu'à 100 000 euros. Donc quelqu'un pourrait hériter de ses parents, ou de n'importe qui d'ailleurs, jusqu'à 100 000 euros sans rien mutualiser. Ensuite, on passera à 20% jusqu'à 250 000 euros. Donc quelqu'un qui hériterait 200 000 euros ne mutualiserait rien sur les 100 premiers 1000 euros. Et sur les 100 000 euros qui suivent, il devrait mutualiser 20%, donc 20 000 euros. Après, on passerait à 40% au-delà de 250 000 euros, 60% au-delà de 500 000 euros, 80% au-delà de 750 000 euros et 95% au-delà d'1 million d'euros. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu les cas des personnes qui étaient ici. Qu'est-ce qui se passerait? Alors, celui qui héritait de 0 euros. J'ai mis ici l'héritage filial brut. Donc ça veut dire qu'est-ce qui est reçu de ses parents, donc par héritage filial, on va dire. Donc son héritage filial net, forcément, 0 euros. Ça ne va pas changer. Maintenant, la part d'héritage mutualisé, qui est estimée à partir de la distribution actuelle des héritages, donc avec les taux de mutualisation que je vous ai présentés avant, elle serait de 130 000 euros par personne. Donc chaque personne pourrait toucher une part de 130 000 euros. Donc cette personne qui n'héritait de rien du tout pourrait hériter de 130 000 euros. Une personne qui héritait de 30 000 euros, donc jusqu'à 100 000 euros, j'avais dit pas de mutualisation, donc il hériterait de ces 30 000 euros de manière filiale, plus 130 000 euros de mutualisé, 160 000 euros. La personne suivante, 150 000 euros. Lui devrait contribuer à 10 000 euros à la mutualisation, mais d'un autre côté, il aurait 130 000 euros d'héritage mutualisé. Donc 270 000 euros. Ensuite, celui qui a 396 000 euros. Donc là, on voit qu'on commence à arriver à des mutualisations assez importantes. Donc il aurait en gros 70 000 euros à mutualiser. Mais malgré tout, il recevrait encore plus en héritage mutualisé que ce qu'il aurait à donner. Donc au final, son héritage serait de 457 000 euros. Donc ici, j'ai représenté en fait en rouge la distribution actuelle de l'héritage. En vert, ce serait l'héritage filial. Donc au début, ça ne change pas grand-chose. Après, ça change très significativement. Et en bleu, ça serait l'héritage total, qui inclut l'héritage filial et l'héritage mutualisé. On voit qu'en gros, plus d'une personne sur 4 serait gagnante. Et voilà. Donc voilà, je précise que ces taux sont ajustables. Donc, j'ai fait un site internet qui peut vous permettre de tester vous-même, rentrer vos taux et voir quelle serait la distribution mutualisée. Vas-y Bertrand, tu peux montrer. Donc c'est le site, il y avait l'adresse tout à l'heure, donc c'est repensonsl'héritage.eu. Normalement il est ouvert. Voilà. Donc là c'est sur l'onglet simulation de la page. Initialement, si vous rentrez sur cet onglet-là, vous aurez les taux que j'ai suggérés ici. Donc 20% à partir de 100 000 euros, 40% à partir de 250 000 euros, etc., etc. Vous avez ici marqué la valeur d'une part d'héritage mutualisé. Et ici, la distribution sans mutualisation en rouge et avec la mutualisation en bleu. On peut changer. On peut penser que taxer à partir de 100 000 euros, c'est trop. Donc si tu fais enlever, on va voir que la part d'héritage mutualisé diminue. Donc ça serait plus que 120 000 euros. Et il y a la courbe qui s'ajuste automatiquement. Donc voilà. Je vous invite à tester, à vous faire votre propre idée.
Ce que j'aimerais vraiment, moi, en fait, c'est qu'il y ait un débat qui se fasse sur cette question-là. Parce que je pense que les gens sont très mal informés sur l'héritage. Que les gens y réfléchissent vraiment. Et après, pour moi, ce qui pourrait être idéal, si on choisissait de redistribuer l'héritage sous forme de parts mutualisées, ça serait qu'on fixe précisément ces montants-là, collectivement, qui soient vraiment acceptés. Voilà. Donc j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, je pense qu'on va prendre peut-être 10 minutes pour avoir des questions spécifiquement sur cette partie-là. Et après, il y aura Raïri qui fera sa présentation sur le revenu de base. Et à la fin, on refera une partie questions générale. J'ai une question. D'abord, je vais dire on parlait de point d'héritage. Je n'ai pas du tout compris. Comment tu dis il y a 400 millions, c'est ça 400 milliards chaque année? Alors, en fait, sur 250 milliards, ouais. Le montant total 250 milliards de ce qui a été chaque année voilà, en transmission. en transmission. Ok, ça c'est des actions, des entreprises, des C'est maisons, du fric, il y a tout. Tout ce qui a une valeur marchande. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? C'est-à-dire que les maisons, tu les vends pour retirer de l'argent ou tu donnes la maison? Ce serait ça? Bah oui. Tu convertis tout en cash? Oui, c'est ça. Tout est converti en cash. Donc, oui. Si- D'un objet, d'un tableau, quelque chose de pas que tout passe par l'argent. Alors après, on pourrait tout à fait réfléchir. Donc là, la question c'était tout passe par l'argent. Il n'y a plus de notion artistique, notamment sur des tableaux. Oui, oui, tout à fait. On peut tout à fait aussi choisir de mettre une partie du patrimoine à part, de traiter différemment une certaine partie du patrimoine. Par exemple, effectivement, les œuvres d'art, on peut choisir de les traiter différemment. C'est des choses qui sont à discuter. Là, je simplifie les choses, donc j'incluais tout. Mais on peut effectivement... c'est trop simple, je suis d'accord. Je propose. Il faut raffiner les choses pour être le plus juste possible. Juste pour savoir, est-ce que tu connais François Dubay? Non. J'ai lu un livre de François Dubay, Ouais. qui est un sociologue qui étudie les inégalités et qui a proposé un bouquin qui est intéressant, c'est un petit essai, qui s'appelle « La préférence pour l'inégalité, comprendre la crise des solidarités », et qui explique comment la population est globalement, sans le savoir, opposée à plus d'égalité sur plein d'aspects, et qui étudie quels sont les ressorts de ce comportement-là. D'accord. Qu'est-ce qui fait que on prône l'égalité en se comportant d'une façon qui va dans le sens contraire. Donc c'est intéressant. Hein. Ok. François Dubay. D'accord, merci. La préférence pour l'inégalité. Moi, Émile, j'avais un commentaire et une question. Commentaire, il y a eu une autre part dont tu parles pas du tout dans ta conférence et que pour moi, on parlait de liberté tout à l'heure et qui est de manière étonnante une différence entre la France et les États-Unis, par exemple, qui est l'obligation en France de donner à ses enfants quand on en a, et qui est aussi, qui va dans le même sens en fait de ce que tu dis, c'est-à-dire que même quelqu'un qui voudrait éventuellement donner tout à une association ou autre chose, si Monsieur Arnaud, par exemple, aujourd'hui, souhaitait donner toute sa fortune à quelqu'un d'autre que ses enfants, il n'a pas le droit de le faire. Et qui va aussi quelque part, dans un certain sens aussi. Ce qu'il dit. Et la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où ça n'existe pas, où quelque part serait accepté le fait de ne pas donner à ses enfants, comme ça l'est chez nous. Après, j'ai pas trouvé, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé non plus, même dans l'histoire, de société où il y aurait une notion de propriété privée. Forcément, la question de l'héritage se pose à partir du moment où il y a la propriété privée, et où il n'y aurait pas eu d'héritage filial. Le Japon, il n'aime pas ça. Ah ouais. Rayeri dit que le Japon n'aime pas ça. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui existent depuis 16 ou 17 générations. Alors merci beaucoup pour ta présentation, même si j'ai raté la moitié la moitié. Mais je pense qu'avoir compris le raisonnement que je soutiens. Mais je pense qu'il y a quand même une difficulté dans ta proposition, c'est que imagine, tel que c'était le cas d'ailleurs, que tu as une pyramide des âges avec un gros boom. Ce qui fait que, donc, par exemple, un baby boom. Ce qui fait que dans certaines années, tu vas avoir énormément de gens qui vont mourir, et donc la part d'héritage va augmenter. Et donc, comment tu gères, parce que tu risques d'avoir un problème de justice transgénérationnelle, en fait, entre des générations qui vont à 18 ans toucher beaucoup plus de leur héritage, et puis 10 ans plus tard, le truc fond en peau de chagrin, parce que l'espérance de vie augmente, etc. Donc ça, c'est un commentaire, et du coup, parce qu'il me semble qu'il y a une autre proposition qui va un peu dans le même sens que toi, qui est la taxe sur l'actif net, c'est de dire on va taxer
l'ensemble de tout ce que vous possédez tous les ans, comme l'impôt sur le revenu, sauf que sur les actifs, en fait, avec une exonération de votre résidence principale, etc. Donc, on parle bien des actifs, c'est-à-dire vous possédez des actions, vous possédez 100 000 euros dans un portefeuille d'actions, vous allez payer 1% de la valeur de ce portefeuille tous les ans à l'État. Et vous pouvez le payer en nature à l'État. Et donc, du coup, ça empêche finalement l'accumulation. Et du coup, finalement, probablement, ça n'empêche pas le besoin d'une taxe sur l'héritage. Mais probablement que ça empêcherait même l'accumulation avant que les gens aient besoin d'hériter. Donc, voilà, que penses-tu de cette autre formule ? Alors, juste pour la première question... il faut bien réaliser que pour moi, ces taux, ce serait quelque chose qui serait évolutif aussi, en fonction des situations. C'est-à-dire que, en fait, il faudrait vraiment qu'on ait une idée assez précise à un instant donné de quelle est la distribution de l'héritage et qu'on fixe ces taux en fonction de la distribution de l'héritage filial. Donc, pour moi, ces taux, ils devraient être renégociés régulièrement, en fait, toujours mis à jour. Donc, par rapport au phénomène de pyramidage ou de changement, on pourrait les prendre en compte à essayer d'anticiper les choses en fixant les taux et aussi en fixant le nombre de parts qui sont distribuées. On peut le fixer, le nombre de parts. Mais est-ce que du coup, une autre solution, c'est pas aussi d'échelonner les paiements ? Et on peut tout à fait échelonner. Du coup, tu peux réajuster. On pourrait aussi, effectivement. Je pense qu'il y aurait plein de moyens de s'adapter à ça. Par rapport aux taxes sur le patrimoine, moi, de manière générale, je suis pour une justice. Je pense que plus on répartira équitablement le patrimoine, alors jusqu'à une certaine limite, mais je pense qu'on est loin de ma limite à moi. Mieux c'est. Donc oui, taxer le patrimoine directement, pourquoi pas. Voilà, je fais une autre proposition. Elles peuvent être complémentaires. On peut choisir. Voilà, je pense qu'on peut avoir plusieurs outils pour plus de justice et puis pour faire un monde meilleur pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu t'intéresses d'abord à l'héritage que Disons que je perçois vraiment l'injustice très forte de l'héritage, du fait qu'il y a qu'on mérite pas ce qu'on hérite. Pas du tout. Alors que le patrimoine, il y en a une partie au moins qu'on peut mériter parce il y a un aspect mérite quand même sur le patrimoine qui est maniable. Alors que sur l'héritage, l'aspect mérite, c'est zéro. Voilà, après, c'est aussi, j'ai commencé à réfléchir à ça et c'est aussi juste mon parcours, quoi, finalement. Je voulais juste rebondir en fait sur ce qui a été dit parce qu'effectivement ça a soulevé une question. Comment on liquéfie tout le patrimoine des gens en fait ? C'est une question bête. Moi ça m'a évoqué ça là tout à l'heure. En gros, est-ce que vraiment on peut liquéfier, c'est-à-dire transformer des patrimoines matériels, des actions, etc. en euros à hauteur donc de, t'as dit 250 milliards d'euros par an. Voilà, ça c'est un premier point un petit peu pratique. Et après il y avait une autre question qui était tout à l'heure que je me permets de faire porte-parole parce que c'est une question à laquelle j'avais pas pensé. Quel effet ça a de finalement potentiellement enlever, si on prend le cas, c'était la question des entreprises qui vont se passer par exemple de père en fils, etc. Quel effet ça a justement de là aussi liquéfier l'entreprise, puisque une entreprise en général vaut plus de 100 000 euros. Quel effet ça a sur la continuité justement d'un tissu un peu économique, etc. Puisqu'on sait que même si effectivement depuis Robespierre le fonctionnement a changé, il y a quand même encore des entreprises qui se transmettent de père en fils ou de mère en fille ou de mère en fils, en filiation directe. Alors par rapport à ça, j'ai déjà pas de réponse très sûre là-dessus, je pense. Juste, ça dépend un petit peu aussi des choix qu'on fait. Si on mutualisait intégralement l'héritage, donc l'État récupérerait tout, il mettrait en vente tout simplement, et après ça serait le marché qui fixerait les prix. L'État pourrait aussi décider de garder éventuellement quelques années, pour pas qu'il y ait d'effets trop importants, notamment sur des choses qui sont cotées en bourse, parce qu'effectivement si l'État récupère 80% de quelque chose qui est coté en bourse et vend tout d'un coup, ça pourrait avoir des effets, j'imagine, assez dévastateurs d'un point de vue économique. Je t'interromps parce que c'est une vraie piste de réflexion en fait. J'ai pas de réponse à ça, mais il y a plein de boîtes en France qui sont des boîtes qui sont pas en bourse, qui ont des valeurs marchandes qui sont, je sais pas moi, 10 millions, 20 millions, 30 millions. Si tu veux récupérer leurs valeurs marchandes, tu les vends. Et si tu les vends, mon expérience, c'est dans un certain nombre de cas, tu les tues. Et tu tues l'emploi qui va avec et autres. Donc j'ai pas de réponse.
C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et il faut regarder quelle est la part de ces boîtes, de ces grosses PME. Et en France, on manque, si on compare souvent à l'Allemagne, on manque justement des grosses PME familiales, qui parlaient du Japon et autres, qui ont pu se développer, voilà, parce qu'il n'y avait pas de soucis sur leur futur, il n'y avait pas de... Tu vois, c'est une vraie question. Ouais. La vente de l'entreprise, je pense que c'est vraiment un cas pratique qu'il faut explorer, mais quand tu vends l'entreprise, c'est pas dire que tu vires les gestionnaires de l'entreprise, c'est juste les actionnaires qui changent. Donc après, la solution, ça peut être que... Oui, peut-être, mais les actionnaires... Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu peux imaginer un système où en fait l'État en fait devient actionnaire. Ça veut pas dire qu'il revend tout de suite. Ouais. Non, mais du coup, la question, c'est pas seulement le problème de la. Non, mais je suis d'accord qu'il y a une vraie problématique. Hein. C'était un peu le sens de ma question aussi. Mais du coup, la solution, elle est d'en repenser la gouvernance de l'entreprise, en fait, non? Plus que le problème de la vente. Ce qu'il y a, c'est que dans ces cas-là, moi, les expériences que j'ai eues de boîtes qui ont été vendues suite à des successions, parce qu'il fallait que les héritiers payent les droits de succession. Ces boîtes sont rachetées par des gros groupes, et 5 ans plus tard, elles n'existent plus, ou il n'y a plus grand-chose. C'est ça qu'il faut éviter. C'est pas en les donnant à l'État, entre guillemets, qu'on va être plus rassuré. Bon, je pense qu'on va passer à la suite. On va peut-être faire 10 minutes de pause. Il y avait une question. Il y a une question. J'ai juste une question très courte. Je te remercie déjà pour susciter le débat. La différence entre donation et héritage, la donation, ça serait un peu plus difficile de faire ce que tu proposes, je ne sais pas trop. Pourquoi ? Parce que... une donation, c'est des héritages ponctuels, un peu toutes les années, quoi, qui sont limités. Mais tu peux très bien taxer aussi les donations. D'accord. Il faut savoir même qu'en France, les donations étaient plus taxées que l'héritage, avec les successions jusqu'en 2012. On peut tout à fait taxer les donations. Il n'y a pas de difficulté technique à ça, je pense. Après, il peut y avoir la difficulté que les gens peuvent sous-estimer la valeur de leurs biens. Oui, et ça, c'est sûr qu'il y a un risque, effectivement, de... Mais bon, ça sera... Je pense que les donations de Noël, ça va pas aller chercher très loin. Voilà, donc je vous propose qu'on fasse une pause d'une dizaine de minutes, et puis après, Raïré prendra la suite pour parler du revenu de base.